Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent podcast numéro 143. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo? Tu as mis tes lunettes pour être plus intelligent. Et tu m'as répondu que ça ne marchait pas, ce qui fait toujours plaisir. C'est toujours un plaisir d'être sur ce podcast, surtout que la dernière fois on m'a juste permis de dire bonjour et puis après paf, on m'a coupé. En fait, j'ai fait croire aux gens que tu avais été déconnecté. En fait, c'est moi qui t'ai coupé le truc. Je t'ai viré de la scène. Non, mais quel plaisir d'être là pour cet épisode qui est l'un des épisodes les plus écoutés de la saison dans le podcast, l'épisode de débrief de la draft. Et on a pas mal de choses à se raconter après un week-end qui était passionnant. Oui, il s'est passé plein de trucs. Il y a évidemment on a des choses à raconter, ça c'est sûr. On a eu 7 joueurs sélectionnés, 4 en attaque, 3 en défense. Mais les plus hauts pics ont été mis sur la défense. On va en parler. Avant qu'on commence à débriefer et qu'on vous donne notre avis et qu'on parle de cette draft 2025, on va faire un petit point Patreon parce qu'on s'est rendu compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et on est à l'arrache sur le Patreon. On n'est plus bien, les amis. Il faut nous aider. Donc, rappel s'il vous plaît, des sous. Rappel, donc Patreon, on vous rappelle, l'objectif c'est de nous soutenir sur ce qu'on fait, donc sur notamment ce qui nous coûte de l'argent, pour être très clair, c'est le blog, donc L'hébergement. L'hébergement, je cherchais le mot, l'hébergement du blog, l'hébergement du podcast également, c'est principalement les deux postes de dépenses que l'on a. Est-ce que tu peux, Thiergo, préciser aux gens comment ils peuvent faire s'ils veulent nous soutenir, et s'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas, il n'y a évidemment aucun problème, vous pouvez consommer le contenu sans aucun souci, mais ceux qui le peuvent, eh bien, c'est avec grand plaisir. Thiergo, je te laisse expliquer. Oui, tout à fait. Le contenu reste tout à fait accessible et gratuit. Le Patreon, c'est si vous voulez nous soutenir financièrement pour que on puisse continuer à avoir la lumière dans ce podcast et tout. Pour ça, vous allez sur patreon.com/onlyagiantpodcast. Vous verrez qu'il y a différents niveaux. Alors, comme je n'ai pas la page ouverte sous mes yeux, je ne peux pas vous dire quels sont les différents niveaux, mais ils sont attachés à des joueurs. Il me semble que nous avons le niveau Dexter Lawrence qui doit être à 10 €, et puis le niveau Eli Manning qui est toujours à 100 €. Le Graham Gano à 3 et le Plaxico Burress à je ne sais plus combien. Alors, il faut juste faire attention avec le niveau Graham Gano. Vous risquez le claquage. C'est assez courant en ce moment. Ouais. Donc, moi, je t'avoue, j'éviterai. Je prendrai le niveau du dessus. Après, vous faites comme vous voulez. On sait jamais. Mais voilà. Comme vous le savez, c'est abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas obligé de payer plusieurs fois. Vous le faites une fois si vous voulez faire juste une donation en one shot, et puis après, vous arrêtez l'abonnement. Et puis, on remercie encore une fois nos contributeurs, Patreon. Et aussi, on remercie tous ceux qui s'abonnent, like et interagissent avec nous sur Twitter, sur YouTube, sur les différentes plateformes, y compris sur Discord. On a quand même une communauté qui est assez formidable. Discord, c'était très cool ce week-end d'ailleurs, on a pas mal échangé avec tout le monde. J'avais partagé juste avant le début du premier tour de draft un lien, un QR code pour que certains nous rejoignent, ça a marché, des gens qui sont venus discuter avec nous, donc ça a fait bien plaisir de pouvoir échanger avec vous, donner vos avis, etc. On était d'accord sur certains trucs, pas d'accord sur d'autres, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui, donc voilà, c'était très cool. Bref, cette draft s'est déroulée donc, elle a commencé de jeudi à vendredi. Et on a eu, alors juste pour rappeler, il y a eu, juste avant nous, on a eu les Titans qui ont récupéré, on l'avait dit, c'était annoncé, on savait que ça allait se passer comme ça. Cam Ward, en général, le premier joueur sélectionné de la draft, c'est rare qu'on ne soit pas au courant 2 mois avant qui ça va être. Bon, là, on savait que c'était Cam Ward, donc il n'y a pas eu trop de difficultés là-dessus, ça s'est passé comme ça. Ensuite, il y a eu un trade, et là, c'était un peu la surprise, et on s'est dit, mince, est-ce que ça va changer pour nous quelque chose que les Browns décident de trade avec... Ils ont trade avec qui déjà? Ça, je me souviens. Les Jaguars. Les Jaguars, merci, les Jaguars. Et les Jaguars ont pris Hunter, donc globalement, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Ça avait été les Browns, ça aurait été sûrement la même chose. Donc au final, nous, bon voilà, c'était un peu ce à quoi on s'attendait, c'était le scénario qu'on avait en tête. Et donc on tombe au 3e tour, ça arrivait à nous, et eh bien on a sélectionné Abdul Carter, qui est potentiellement, ça se discute, peut-être le meilleur joueur de cette draft. Certains vont dire Travis Hunter, certains vont dire Abdul Carter. Ce qui est sûr, le consensus, c'est que ce n'était pas Cam Ward, mais la valeur d'un quarterback... Ni Shedeur Sanders, ça, on en parlera. Voilà, la valeur d'un quarterback est évidemment bien supérieure, donc on comprend tout à fait le choix des Titans, c'est assez logique. Maintenant, sur vraiment le meilleur joueur, qui est le meilleur joueur, eh bien, ça peut se discuter avec Abdul Carter. En tout cas, on récupère un joueur
il y a eu des discussions, là, ils disaient ils veulent 56 de Lawrence Taylor, mais je pense qu'il ne va pas le faire. En tout cas, c'est un edge pass rusher qui est capable aussi de rentrer en couverture, qui est extrêmement rapide, qui est physique, pas assez pour certains, mais je trouve qu'il est quand même assez largement pour son poste. Très bon plaqueur. C'est un step-up incroyable pour notre défense. Quel est ton avis, toi, Thiergo, sur ce choix? Est-ce que tu penses que c'était le bon choix de la part de Josh Allen? Je pense que c'était le choix logique une fois que Travis Hunter était plus disponible. Un des scénarios qui était envisagé et qui ne s'est pas du tout réalisé, c'est que les Browns récupèrent Shedeur Sanders avec le 2e pick de la draft. Ils l'ont récupéré au 5e, 6e tour. Incroyable. 5e, je crois. Pick 144, il me semble. Bon. Et en fait, là, la question, c'était si les Giants ont la possibilité de drafter ou Hunter ou Carter, lequel des deux on prend? Alors, en effet, comme tu as dit, pour certains, Carter était le meilleur joueur, d'autres, c'était Travis Hunter. Bon, voilà, on n'a pas eu à se poser la question. C'était Abdul Carter. C'est un excellent prospect qui est polyvalent. Moi, j'avais regardé un peu de ses tapes avant l'épisode précédent parce que je voulais avoir des trucs à raconter sur lui. Et moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'est qu'il est versatile dans le sens où il est capable d'attaquer sous tous les angles, que ce soit à droite, à gauche, au milieu. Il peut aller aussi en couverture parce qu'il a une formation de linebacker à l'origine, pas de pure edge. Donc, c'est un excellent... c'est le BPA. Ça ne répond pas forcément à un besoin des Giants parce qu'en fait, niveau pass rusher, on a quand même Brian Burns et Kayvon Thibodeau, mais la philosophie des Giants depuis des décennies, c'est quand même de se dire, il me semble que c'était George Young qui disait ça, donc GM avant Ernie Accorsi dans les années 80-90, c'était de dire on n'a jamais assez de pass rusher. Et là, en fait, on a un trio. D'ailleurs, les Giants ont annoncé tout de suite après le pic lors de la conférence de presse que la 5e année de Kayvon Thibodeau allait être activée. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir Thibodeau, Burns et Carter au moins pour 2 ans, sauf trade si l'un des 3 part, mais bon, on verra. Et pour ce que tu disais par rapport au numéro 56, on a déjà la réponse de Lawrence Taylor qui a dit non. Enfin, il a dit non direct. Mais Lawrence Taylor a quand même eu un message assez encourageant en disant ouais, c'est un joueur formidable, moi je le soutiens et tout, mais je pense qu'il doit créer sa propre histoire avec son propre numéro. Et je trouve ça en fait très bien de dire non, t'as pas besoin. Et d'ailleurs, c'est difficile pour un rookie de se dire je vais prendre le 56 et je vais être aussi bon que Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, qui rappelons-le, est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la NFL, toute ère confondue. De l'histoire de la NFL, c'est souvent. Il revient dans le top 3, 5, c'est dans les discussions. Exactement. Donc c'est voilà, on ne sait pas encore quel numéro il prendra parce que le numéro 11 qu'il avait au niveau universitaire est aussi retiré puisqu'il appartient à Phil Simms, le quarterback. Et puis de toute façon, le numéro 11, c'est pas un numéro d'edge rusher. Donc, mais c'est bien. Est-ce que le 0, c'est un numéro d'edge rusher? Non. Non, mais il sera bien gentil de prendre un numéro entre 70 et 79, ou entre 90 et 99, ou entre 50 et 59. À la limite, dans les 40, je veux bien aussi. Tu rêves. Moi, je suis sûr qu'il va prendre un numéro à un single digit ou un truc comme ça, c'est sûr, s'il en reste. J'ai horreur de ce truc-là. Ouais, je sais que t'aimes pas. Bah écoute, envoie-lui un texto, dis-lui que t'aimes pas, peut-être que ça le fera changer d'avis sur ce qu'il veut faire. On va voir. L'influence de Thiago. Si on donne quelques stats sur notre ami Abdul Carter, il a joué 3 saisons à Penn State. Alors, ça, c'est un peu ce qui a fait discuter aussi. Il est originaire de Pennsylvanie. Vous savez que c'est là aussi d'où vient Saquon Barkley. Pennsylvanie, c'est les Eagles. Est-ce que ça a un impact? Je ne compte pas le nombre de joueurs qui ont été fans d'une équipe en étant jeunes et qui jouent dans une autre équipe et pour lesquels ça se passe très bien. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il n'y a pas besoin de paniquer là-dessus. Il a réalisé en 3 saisons 172 plaquages, 41 plaquages pour perte, dont 24 l'année dernière. C'est assez énorme, 24 plaquages pour perte. Je n'ai pas regardé si c'est le plus en NCM, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir grand monde au-dessus de lui. 12 sacs l'an dernier, c'est aussi assez incroyable. Il a en tout 13 passes défendues. Donc ça aussi, tu vois, tu disais sa capacité à aller en couverture. Moi, vraiment, en regardant ces tapes, ce qui m'a le plus marqué, ces actions que je trouve les plus... Alors, il fait plein de choses. Il est capable d'être aligné sur l'extérieur, en edge, et aller rusher, et aller très vite, ou repiquer à l'intérieur avec des speed moves. Ça, il le fait très, très bien. Mais vraiment, ce que je trouve le plus impressionnant, moi, c'est quand il recule un petit peu, qu'il est un peu en couverture, ou qu'il est en spy. C'est-à-dire qu'il est juste derrière la ligne,
mais il ne va pas attaquer tout de suite et il va attendre de voir ce qui se passe potentiellement. S'il voit un trou qui s'ouvre, attaquer dans le trou et se dire, voilà, c'est souvent, on voit les linebackers qui font ça, ils n'ont personne à prendre en couverture, plutôt que de rester là comme un idiot à rien faire, tu vas mettre la pression sur le QB. Et là où il est très fort, c'est il lit, dès que le QB fait un pas d'un côté et commence à sortir de la boîte, il attaque mais comme une balle et il fait le plaquage. C'est incroyable. Cette capacité-là, elle est vraiment impressionnante. Et on va en avoir besoin parce qu'on a des QB qui courent dans notre division. Donc ça va être important d'être capable d'aller plaquer ce quarterback-là. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'a. Si je dois sortir une caractéristique, c'est sa vitesse, sa prise de décision et sa vitesse au moment où il décide de retourner. Enfin, tu as l'impression que le mec, je ne sais pas en combien il fait le 40 yards, mais c'est juste affolant. Ouais. Donc ça va faire plaisir. Alors, juste pour donner une comparaison, tu parlais de 24 plaquages pour perte en 3 saisons, c'est ça? Ou en une saison? Non, c'est 41 en tout et 24 seulement l'année dernière. Voilà. Bon, alors du coup, j'étais sur le mauvais chiffre. Mais tout ça pour dire que pour mettre les choses en perspective, donc la saison universitaire, elle est plus courte que la saison NFL. Il me semble que c'est 13 matchs. Donc 24 plaquages pour perte. Brian Burns, en 17 matchs, c'est 17 plaquages pour perte la saison dernière. Et il est monté jusqu'à 22 en 2022 avant d'être chez les Giants. Donc, tu vois, pour comparer un joueur de même poste. Attention, tu vas avoir des équipes. En NFL, toutes les équipes sont quand même assez fortes. En NCAA, tu tombes des fois contre des facs. Non, mais bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu soulignais justement une de ces caractéristiques qu'on voit très vite sur ces vidéos, c'est qu'en effet, il est attiré par le ballon à une vitesse incroyable. Il sait où le ballon va. Moi, des vidéos que j'ai vues, en fait, j'ai regardé des game tapes où en fait, tu vois des gros plays, des plays où il fait pas forcément grand-chose, etc. Mais il est jamais ce que les Américains appellent out of position. Il est jamais en fait complètement perdu alors que l'action est de l'autre côté. Très instinctif, il sait lire le jeu et en fait, j'ai hâte de voir un package, et j'espère que Shane Bowen va faire ça, un package où en fait, tu as Dexter Lawrence comme nose tackle, Brian Burns et Thibodeau sur les côtés, et tu fais attaquer Carter au milieu. Pas avec une main posée par terre, non, en tant que linebacker debout, et c'est ce qu'on appelle le package NASCAR du temps de Kiwanuka, Ozzy Umenara, Justin Tuck et l'un des différents defense tackles qu'on avait, mais je te parle d'il y a 10-15 ans maintenant. Ouais, NASCAR. J'ai vu ce nom, je me suis demandé ce que c'était, NASCAR. Ok, ça, d'accord, très bien. C'est ça. Et en fait, c'est parce qu'en fait, tu es sur de la vitesse. Tu cherches de la vitesse. Et tu vois, on aurait pu ne prendre que Carter en défense. Je trouvais que déjà, ça aidait pas mal Dexter Lawrence, mais après, il y a d'autres pics dont on va pouvoir parler un peu plus tard qui aident encore plus Dexter Lawrence. Parce que Dexter Lawrence, c'est celui qui se tape des doubles, voire des triples teams pratiquement à chaque match. Là, ça va devenir un peu difficile de se concentrer sur lui. Bon, en tout cas, après ce pic-là, beaucoup se sont dit, moi, honnêtement, ce qui se passe après, j'en ai plus rien à foutre. On a pris le meilleur joueur. Ça peut être un game changer, ça peut être un talent générationnel, comme certains le disent. On ne sait pas si ça va être le cas, évidemment. Il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais il a le talent et c'est possible. C'est ce qu'on disait de Thibodeau. Ouais, je ne sais pas si le consensus était aussi fort sur Thibodeau pour être aussi. Je sais pas. Je pense que la différence avec Thibodeau, c'est que Thibodeau, il y avait des questions sur son niveau de motivation parce qu'il voulait faire un peu la star. Faire des apparitions à la télévision, etc. Tandis qu'il n'y a pas tellement cette question avec Carter qui est complètement concentré sur le sport. Ouais, mais je pense quand même qu'il apparaît, sans analyser ce qui s'est passé en NFL, mais si on le prend juste au moment de la draft, il apparaît comme un prospect supérieur à ce que l'était Thibodeau à l'époque. Il faudrait revoir ce qui était dit à l'époque sur Thibodeau, mais j'ai l'impression quand même que le consensus global est qu'il est meilleur, en tout cas. Du point de vue des analystes, évidemment. Donc voilà, bon, on verra ce que ça va donner. Ça peut effectivement être très intéressant. Là, maintenant, il y a une défense quand même. Il y a des pièces partout. Joe Schoen, il a vraiment fait ce qu'il fallait pour mettre au moins les bons joueurs maintenant dans ce roster-là. Et on peut tout à fait avoir une super défense l'an prochain quand on voit ça. Et si le coordinateur défensif fait ce qu'il faut, tu peux déguiser facilement des couvertures. Quand tu as un joueur comme ça, comme Abdul-Jabbar, tu ne sais pas s'il va partir en couverture, tu ne sais pas s'il va aller rusher, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tu n'as pas besoin d'aller avec beaucoup de monde à l'intérieur pour quand même mettre la pression avec Dexter Lawrence.
Bon, voilà, il y a moyen de faire des belles choses et il ne reste qu'à Shane Bowen de faire ce qu'il faut pour que tout ça marche. Et de toute façon, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, Shane Bowen, si jamais ça ne fonctionne pas avec tous ces joueurs-là. Je pense qu'il ne fera pas long feu chez nous, malheureusement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire sur Abdul Carter avant qu'on passe à la suite? Non, on peut passer au deuxième tour. Ah bah non. Bah mince. Bah si, c'est le deuxième mince. pick. On peut dire deuxième pick. Alors, ensuite, dans la draft, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'autres équipes qui étaient pressenties pour prendre un quarterback, notamment les Saints, qui étaient un petit peu après nous. Ils ne prennent pas de quarterback. La deuxième équipe qui était pressentie, c'était les Steelers avec le pick 21. Il y avait eu beaucoup de rumeurs avant la draft qui disaient qu'il y a certaines équipes qui pourraient remonter, notamment les Giants, dans le premier tour pour prendre le quarterback qui leur plaît. Est-ce que c'est Shedeur Sanders? Est-ce que c'est Jackson Dart? On ne sait pas. Il y avait encore des discussions à ce moment-là. Et donc, certains disaient, si on veut prendre un QB, il faut, je pense, passer au pick 20, puisque les Steelers, peut-être, vont prendre un quarterback. Finalement, on ne l'a pas fait, et les Steelers n'ont pas pris de quarterback. Ce que j'ai lu de certains analystes, certains insiders disaient, en fait, Joe Shane estimait que la valeur commençait à être bonne et assez intéressante. Il fallait que ça passe le pick 23 sans que personne n'ait pris de quarterback. À ce moment-là, il était prêt à faire un trade. C'est ce qu'il a fait. Joe Shane, et c'est là où on ne va pas être d'accord avec Thiago, on a déjà discuté un petit peu et on va donner nos arguments. Joe Shane est revenu dans le premier tour avec le pick numéro 25, donc en échangeant son pick numéro 2 contre ce pick-là, plus il a rajouté le troisième tour de cette année qui était le pick numéro 99 qui était compensatoire, donc il gardait le pick 65 qui était notre pick de base au troisième tour. On avait 2 picks au troisième tour et il a donné le 99 qui était le plus loin, il a gardé le meilleur des deux et le troisième tour de l'année prochaine. Donc la discussion c'est, pour l'instant, au-delà déjà de parler du joueur, c'est est-ce qu'il fallait monter comme ça ce pick numéro 25 pour prendre ce joueur-là, ou est-ce qu'en restant tranquillement à notre place en tout début de deuxième tour, on pouvait aussi l'avoir? Thiago, je te laisse donner ton avis. Et je crois que toi, tu étais plutôt d'avis à dire qu'il fallait rester plutôt au deuxième tour. Alors, déjà, première chose, c'est pas qu'il n'y a pas d'accord, c'est qu'en fait, il y a les gens qui ont raison et ceux qui ont tort. Et je suis clairement dans le camp de la raison, comme vous le verrez. Non, blague à part, toute la discussion qu'on va avoir là maintenant, elle est très intéressante. Mais dans 3 ans, ou même dans. Je veux dire, si Jackson Dart devient un franchise QB et joue vachement bien, en fait, on s'en foutra toutes ces on n'aura plus rien à foutre. Alors là, on n'aura rien à parler, ça c'est clair. Mais à l'inverse, si Jackson Dart n'aboutit à rien, on va se dire ah putain, mais en fait, on aurait pu drafter du monde. Et c'est là, en fait, j'ai un problème avec ça, c'est que. Alors, tu disais, on va parler de la décision avant de parler du joueur. Pour moi, il faut aussi un peu parler du joueur pour comprendre la décision. Dans le sens où. Alors, j'aime bien Jackson Dart. Hein. Franchement, je trouve que c'est un gars qui a un bon bras. Son bras n'est pas puissant, mais il est capable de faire beaucoup de passes. Il n'est pas puissant. Attends, il est pas mal quand même. Ah bah écoute, regarde tous les analystes qui vont dire c'est un bon bras, mais ce n'est pas un bras élite à la caméra. Ah bah oui, d'accord. Mais bon, t'es pas obligé de lancer des passes à 70 yards, on s'en fout. Hein, mais, bon. Oui, ok. Mais en fait, le truc, c'est que il a l'air d'avoir une bonne vision du terrain, il est très physique, mais il y a aussi une irrégularité où parfois il va te faire une passe de ouf et le coup d'après, il va te louper un truc complètement facile parce que la technique n'est pas encore ça, où il va louper des lectures. Il a eu un match contre, il me semble, les Gators, où en fait, il a fait un super match, et puis après, il a fait 2 interceptions dans la fin de match, et il en parle. Ça, c'est le match, ouais. Tu as pointé du doigt le match, c'est le match qui revient à chaque fois pour les gens qui veulent, les détracteurs, ouais, tu as raison. Et en fait, tout ça pour dire que Jackson Dart, c'est peut-être le QB du futur, mais c'est pas un QB qui va t'aider aujourd'hui. Et je peux comprendre, tu vois, j'aurais pu comprendre un trade-up au pick 25 si Jackson Dart, tout le monde se disait, non mais Jackson Dart, il va être drafté entre le 10e et le 15e choix. Sauf qu'en fait, personne ne s'est dit ça. Tout le monde s'est dit, Jackson Dart, c'est fin de premier tour, début de deuxième tour. Et quand tu voyais la dynamique de la draft, que Shedeur Sanders ne se faisait pas drafter, que les Steelers ne prenaient personne, il était où le risque? Le risque, il venait soit des Browns, qui auraient pu en effet monter, mais dans la mesure où ils avaient déjà reculé, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de remonter dans la fin de premier tour? Ça se trouve, ça faisait partie de la stratégie, de se dire, on recule dans le premier tour pour avoir du capital pour revenir, c'est tout à fait possible. Ou alors les Steelers, les Saints, mais les Saints étaient quand même très loin dans le deuxième tour, ça leur a coûté très très cher pour faire tout ça. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est de dire
Ouais, mais en fait, on n'a pas lâché de choix de premier tour pour retourner dans le premier tour. C'est Ni vrai. de choix de deuxième tour. On a lâché des choix de troisième tour. Non, je suis désolé, on a lâché un choix de deuxième tour. Bah non, on a transformé un deuxième tour en premier tour. On n'a pas lâché un deuxième tour. Bah, ça s'appelle lâcher un choix de deuxième tour. Tu donnes un choix de deuxième tour pour Bah, tu tu le as lâché un choix transformes en de... premier. Non, mais tu as lâché un choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, plus un choix de troisième tour. Donc tu as lâché 3 choix. 3 choix Oui, qui mais t'empêchent, qui font que tu ne vas pas prendre du monde à ces pics-là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, comparaison n'est pas raison. C'est pas parce qu'en fait les Falcons, eux, ont dû lâcher un premier tour qu'en fait ça fait que notre décision elle est forcément bonne. En tout cas, de mon point de vue, tu vois, je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec moi et je te laisserai répondre à tout ça. Mais en fait, moi, mon point, c'est de dire Jackson Dart ne t'aide pas aujourd'hui. Et on est avec un coaching staff et un GM qui potentiellement se font virer en fin de saison s'il n'y a pas d'amélioration. Et qu'est-ce qui se passe avec si Jackson Dart se retrouve avec un nouveau coach, un nouveau GM, ils n'ont aucune raison de le garder. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Alors c'est peut-être une manière artificielle de Joe Shane de dire qui est un peu entourloupé Marin en disant non mais en fait on va prendre lui et dans 2 saisons c'est bon on pourra le faire jouer. Je trouve ça un peu con quand même. Je pense qu'on aurait pu attendre. Je peux complètement planter, hein, mais je pense qu'il y avait de grandes chances qu'on l'aurait eu en début de deuxième tour. Je te laisse la parole. ouais. Alors, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. Ça va être dur de bien synthétiser tout ça. La première, c'est qu'ils ont l'air convaincus sur le joueur. C'est surtout, a priori, de ce que j'ai pu lire, c'est surtout Brian Daboll qui a poussé pour monter et pour être agressif sur le joueur. Parce qu'évidemment, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils sentaient, ils avaient peur qu'ils se fassent piquer le choix. Je te rappelle, on a un petit souvenir quand même, il y a quelques saisons, des Giants qui voulaient un receveur, Devonta Smith. Il y a une équipe, les Eagles, qui leur est passé juste devant, et on a dit putain, on le voulait, on aurait dû faire quelque chose, on les a laissés passer devant nous. On s'est retrouvé à trade down, alors ça nous a permis de gagner des pics, mais derrière on a pris un joueur qui s'appelle Kadarius Toney, qui a rien fait, c'était la merde, etc. Bon, c'était un autre moment, mais le fait de ne pas être assez agressif sur un joueur qu'on voulait, on l'a regretté à ce moment-là. Donc là, ils se sont dit, ok, ce joueur, on l'aime bien, oui, il va pas être starter maintenant, mais on n'a de toute façon pas besoin de le mettre starter maintenant. Et on a fait ce qu'il fallait à l'intersaison pour avoir 2 quarterbacks vétérans devant lui. Donc, ok, à un moment, peut-être qu'il va passer 2 au-delà devant Jameis Winston. On ne sait pas, peut-être même qu'il va passer titulaire. Mais on n'a pas besoin de le rusher, donc on va pouvoir le développer tranquillement. Est-ce que Brian Daboll il est censé être le gourou que voilà, il a développé Josh Allen, etc. D'ailleurs, c'est un joueur qui est similaire sur certains cas à Josh Allen, Jackson Dart. Donc, là, on se dit, si on fait confiance, et ben oui, moi je comprends qu'il soit dit, ok, plutôt que d'attendre tranquillement, c'est trop important pour un quarterback, je vais passer devant, et la valeur était là, puisque la deuxième raison aussi, où moi je pense que c'était la bonne décision, c'est ils pensent que c'est le joueur qu'il leur fallait, et 2, c'est un quarterback, donc tu te dois d'être agressif, tu ne peux pas attendre comme ça et tu ne peux pas l'interchanger. Les quarterbacks, c'est rare que tu te dises, il y en a 5 dans cette draft qui vont me convenir et les 5 me vont. Non, là, c'était leur quarterback, c'était clairement pas Shedeur Sanders. Il s'est passé des choses, il a été annoncé pendant très longtemps chez nous, finalement, ce n'était pas du tout le cas, ils en avaient à peu près rien à foutre, les Giants de Shedeur Sanders. Donc, ils ont fait ce move-là. Et oui, tu évoquais qu'on a échangé 3 choix. Alors, moi, peut-être que c'est juste du langage, je ne sais pas vraiment, mais pour moi, c'est pas. On n'a pas perdu un deuxième tour puisqu'on a transformé ce deuxième tour en premier et on a lâché, là on a vraiment lâché pour le coup, 2 troisième tours. Et donc 2 troisième tours, tu dis qu'est-ce qui se passe si dans un an, mettons-nous dans le cas le plus défavorable, ça marche pas, Jackson Dart, ça marche pas, tout le monde se fait virer, machin. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche l'année prochaine? On fait une année pourrie, on se retrouve encore avec un choix du top 5. Qu'est-ce qui nous empêche de reprendre un QB? Rien, parce qu'on n'a pas perdu notre choix du premier tour. On a même encore notre deuxième tour si jamais on a besoin de, je sais pas, faire un package pour remonter de une ou deux, mettons on est 5e pick, on doit remonter au 3e ou au 2e, on veut faire un échange, etc. On peut donner notre deuxième, on peut donner le premier de l'année d'après. Là où les Falcons qui ont fait un move derrière nous, ont lâché un premier, c'est beaucoup plus, c'est un investissement beaucoup plus important. Je pense qu'ils avaient plus de place aussi à remonter que nous pour faire ce truc-là. Bref, le fait d'avoir 2 troisième tours, moi je pense que c'est une compensation qui est très très honnête et le deal est plutôt bien géré. La compensation n'est pas horrible, je suis d'accord avec ça, mais était-elle nécessaire? Et c'est là où, en fait, toi et moi, on a une vue différente, parce que je pense que l'argument de dire, quand tu crois en quarterback, il faut le prendre, il faut être agressif, c'est un argument qui est assez limite dans le sens où, dans ce cas, pourquoi ne pas avoir pris Jackson Dart en 3e pick?
Et c'est là, Mais on a et tous c'est là, et justement. Vas-y, Non, finis, mais finis. Mais... attends, justement, le truc, c'est que on a dit que Cam Ward n'était pas un meilleur joueur que Abdul Carter, mais c'était normal qu'il soit pris en premier pick parce que c'est un quarterback. Mais Ouais. si tu es si convaincu par ton quarterback, prends-le en troisième pick. Et en fait, moi, je pense, enfin, quand tu vois surtout qu'il n'y a pas eu de quarterback après Jackson Dart, il n'y a pas eu de rush vers les quarterbacks après Jackson Dart qui aurait Les confirmé Saints, que. les Saints en ont pris un juste derrière. Deuxième tour, leur premier pick, les Saints, ils prennent un QB. Non, Donc, ce n'est pas. rien n'empêche. Alors, non, 15 picks plus tard. 15 picks plus tard. C'est pas pour moi, c'est pas ce que j'appelle un rush des quarterbacks. Un rush des quarterbacks, Ils n'avaient pas le ça aurait 9e choix. été. Pardon? C'est pas le 9e choix du deuxième tour qu'ils avaient, les Saints. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est le 40e choix, alors que nous, on a pris Dart en 25. Ah oui, mais c'était en début de deuxième tour quand même. C'est le 9e choix du Oui, deuxième mais tour. attends, Donc, en fait, donc si on avait. Vas-y. Non, mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un rush de quarterback, c'était les Giants prennent Jackson Dart en 25, et là, tu as les Saints qui montent en 27 parce qu'ils veulent leur quarterback. Et puis ensuite, derrière, tu as les Browns qui, à leur pic, se jettent sur Shedeur Sanders. Je te dis n'importe quoi. En fait, non, on n'a pas vu ça. Personne n'a paniqué. Les Browns, ils ont fait pas besoin de quarterback. On n'a personne dans notre QB room. On a Joe Flacco et Watson. On s'en bat les couilles. D'ailleurs, on a pris un no-name quarterback. Je ne sais même pas qui était ce gars. Dylan Gabriel, le mec de Oregon, un gaucher qui était pressenti nulle part. Un gaucher, ça. Non, mais en fait, et encore une fois, il n'y a pas moyen. Là, c'est vraiment une question de perspective. Et tu pourrais avoir raison ou je pourrais avoir raison. Il y a des gens qui, dans mon camp, se disent en fait, on a totalement mal interprété la dynamique de la draft. Personne n'avait drafté de quarterback, alors que peut-être que si Dart avait été là, les Saints seulement. Je suis d'accord, mais il y avait aussi la possibilité qu'il ne se passe rien et que Dart soit là en. C'était quoi notre pick? Le 34. En fait, j'en reviens à mon point de tout à l'heure. Dart aurait été préduit comme un choix de top 10, top 15 de la draft. J'aurais compris le trade-up parce que là, il est tombé du tableau et tu dois pas payer trop cher pour monter. Mais en fait, c'était un gars, on a toujours dit, non, mais c'est un gars, il sera au deuxième tour. Parce qu'il était vu comme le troisième QB derrière Shedeur Sanders. Comme quoi, les médias se plantent complètement parce qu'on n'a pas arrêté de dire Shedeur Sanders, c'est le deuxième QB, il est NFL ready, etc. Il y a plein de gens qui ne pensaient pas ça, Thiergo. Plein de gens ne le voyaient pas sortir du top 20. Tu regardes les Chase Daniel, comment il s'appelle, Orlowski, qui analyse Chase tout Daniel, ça. Non, mais attends. Chase Daniel, qui juste après le choix de Dart, tu trouves pas qu'il est un peu bourré sur cette vidéo où il dit « Ah, j'aime beaucoup le choix de Jackson Dart. Il faut que Jackson Dart soit titulaire day one. » Tu fais what the fuck? Mais en fait, il est même pas prêt pour être titulaire day one. Non. Et juste, attends, je reviens sur ce que tu dis. Est-ce que c'est pas toi qui as dit panic move d'être remonté en 25? Je trouve que c'est un peu un panic move et en fait, je me demande dans quelle mesure la bourde du fils de Joe Shane, donc il y a eu cette histoire de la veille de la draft, le fils de Joe Shane sur son Instagram poste des highlights de Jackson Dart. Et puis ensuite, il est passé en privé parce qu'il s'est rendu compte que tout le monde avait vu ça. Et à ce moment-là, on se disait, est-ce que c'est un smoke screen ou est-ce qu'en fait, il a vraiment commis une bourde? Et en fait, je me demande si les Texans, par exemple, n'ont pas appelé les Giants en disant, on commence à recevoir des pics, enfin des calls pour monter, vous êtes toujours intéressé ou pas? Et est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui se sont servies de ça contre les Giants? Je ne sais pas, est-ce que... Il y a plein d'hypothèses qui sont possibles. Ok, alors moi je te dis mon avis, le panic move, c'était prendre Jackson Dart en 3. Tu avais un joueur qui était best player available qui était là, il l'a pris. Là où, typiquement, je suis pas sûr que notre ancien GM, il aurait pas pris un Jackson Dart en 3 s'il était convaincu. C'est un peu ce qui s'est passé avec Daniel Jones. Donc ça c'était panic move pour moi, ok. Et je pense qu'ils ont bien lu, à mon avis, ils ont bien lu parce qu'ils se sont dit, ok, les chances qu'ils soient encore disponibles à ce moment-là sont assez élevées. Par contre, les chances qu'ils tombent jusqu'au 2, c'est fort possible que quelqu'un repasse devant nous. Et à mon avis, je suis assez d'accord pour dire c'est pas un quarterback qui va starter tout de suite, mais on s'en fout, nous on peut attendre un petit peu. Et donc, peut-être que d'autres équipes ne vont pas se dire ça. Et s'ils le veulent starter tout de suite, ils vont pas se jeter dessus parce qu'ils pensent un peu comme nous que c'est pas le starter tout de suite, mais en le développement un peu, il va pouvoir avoir ce statut-là. Et j'aurais très bien. En fait, le truc, c'est que si on se retrouve avec des Saints qui trade up devant nous pour remonter au premier pick du deuxième tour ou quelque chose comme ça, ou en toute fin de premier tour,
et prennent Jackson Dart. Alors, sinon, on ne l'avait pas pris, on n'aurait pas fait ça. On serait pas dit, on est déçu parce que c'est voilà, j'en sais rien, on serait peut-être pas dit ça, mais on aurait peut-être dit, putain, on s'est encore bien fait baiser, ils sont passés juste devant nous, c'est sûr. Typiquement, s'ils passent le tour juste devant, s'ils passent le pic juste devant nous et qu'ils prennent Jackson Dart, là, c'était évident que c'était parce qu'ils savaient que nous, on allait le prendre juste derrière. Donc, en tout cas, on s'est évité cette discussion-là parce qu'on a fait ce qu'il fallait et que la compensation, elle est quand même pas si énorme que ça. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué d'avoir fait ça. Voilà. Mais tu vois, pour en revenir à la comparaison de ce que tu disais là, quand on s'est fait piquer Davonta Smith parce que Gettleman était incapable de protéger de laisser fuiter des informations de tous les côtés. La différence que je vois entre un Davonta Smith et un Jackson Dart, c'est que Davonta Smith était reconnu comme un talent exceptionnel à sa position, mais qui avait un problème au niveau de sa taille, c'était ce qui jouait en sa défaveur. Tandis que Jackson Dart, c'est pas qu'il n'a pas de talent, il a du talent, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est un QB de développement, donc il n'est pas prêt. Après, ça, ce n'est que mon avis, mais je pense que si on avait loupé l'opportunité de Jackson Dart, moi, ça ne m'aurait pas empêché de dormir parce qu'on a Russell Wilson, on a Jameis Winston, et surtout, ça nous aurait permis de drafter des joueurs assez intéressants au 2e tour et puis en haut du 3e tour. Mais bon, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Le fait c'est qu'aujourd'hui, nous avons Jackson Dart, et il y a de super raisons d'être content de l'avoir parce qu'en plus, ce monsieur-là, Eli Manning, a passé beaucoup de temps avec lui et à mon avis, avec la connexion Ole Miss et a pu filer des informations intéressantes aux Giants. J'étais pas au courant que Brian Daboll a insisté pour avoir ce joueur. Oui. Si c'est un joueur, parce qu'il y avait aussi des articles qui disaient qu'en fait, Shedeur Sanders, c'était pas vraiment le gars que Daboll voulait, etc. Donc, très bien. Donc, a priori, il fit ce que Daboll veut faire. Mais maintenant, c'est très bien. Il est dans une situation très confortable où il n'a pas besoin d'être titularisé. Russell Wilson a été annoncé comme le titulaire. Il y a Winston derrière. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il gagne en régularité. Il faut que... donc, voilà, on a peut-être le quarterback du futur. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est qu'on ait le quarterback du futur. Voilà, la conclusion, c'est que dans tous les cas, ce qu'on espère, c'est que ça va marcher. Ça, c'est sûr. Il a battu tous les records d'Eli Manning à Ole Miss, juste pour donner quelques stats, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Il fait 11 970 yards cumulés, tout, passes et courses. Il était à 10 199. Il fait 10 617 yards à la passe, c'est aussi plus que Eli. Il fait 28 victoires à Ole Miss, c'est le plus qu'un quarterback a jamais fait dans cette université. Donc il a quasiment tous les records. Alors deux fois hier, j'ai enregistré une vidéo, pas d'analyse vraiment, mais de qu'est-ce que peut faire au mieux. Et je la referai cette vidéo tout à l'heure ou demain, mais qu'est-ce que peut être une très bonne version de Jackson Dart. En fait, je prends des highlights et je regarde tout ce qu'il fait de très bien. C'est pas une analyse vraiment parce que je prends pas ce qu'il fait de mal, je regarde juste ce qu'il fait de très bien. Mais deux fois, j'ai eu des bugs avec mon micro, j'ai pété un câble, j'ai juste rage quit, j'ai arrêté, j'ai dit vas-y, tu referas demain parce que là, ça me rend ouf. Et je devais la mettre en ligne et j'ai pas réussi, j'ai envie de casser mon écran. Bref, je le referai. 22% de ses passes sont des passes de plus de 20 yards. Et ça, je peux te dire que Daboll, il est comme ça, Daboll, quand il voit ça, parce que ça doit le faire bien kiffer, parce que c'était le problème qu'on a avec Daniel Jones. 42% de passes complétées sur ses passes de plus de 20 yards et 48% de passes complétées en adjusted. Ça veut dire si on estime que les receveurs font pas de la merde et ne droppent pas la balle. Au total, il a 1517 yards de jeu explosif, de jeu long. Et ça rapporte 17 TD sur ces jeux-là et seulement 4 interceptions. Donc voilà, c'est des stats d'un mec agressif qui n'a pas peur de lancer la balle et qui vont dans ce sens-là aussi. Il a 2,77 secondes pour lancer la balle, donc il n'hésite pas, il lance la balle et il est assez agressif, ce qui est meilleur que tous les QB de l'année dernière. Ouais. Alors ça, par contre, justement, sur une chose qui m'inquiète et que j'ai lu chez pas mal d'analystes, c'est le fait qu'il ait joué pour Lane Kiffin dans un système qui en fait justement fait en sorte qu'il a peut-être une ou deux reads à faire. Il y a très peu de cas où il va faire plus de 4 lectures, enfin plus de 3 lectures, et il envoie le ballon. Donc il n'a pas trop à réfléchir. C'est un système qui est... Et donc en fait, la question c'est est-ce que c'est un système QB? Est-ce que son succès est dû au système offensif dans lequel il évoluait? Forcément, ou est-ce qu'il a vraiment du talent? La réponse est forcément entre les deux. Et je pense que Daboll est conscient du système dans lequel il a évolué, et dans la mesure où il n'a pas besoin de le starter tout de suite, il n'a pas besoin de le titulariser, il va pouvoir lui apprendre des trucs, et ça pour le coup, c'est en effet un véritable luxe de se dire, il va être sur le banc, il va apprendre,
Si jamais c'est la merde avec Russell Wilson, on a un plan B avec Winston. Par contre, si c'est vraiment la merde et qu'on doit mettre le rookie, je pense qu'il y aura plus Dabble et Sean en 2026. Ouais, sûrement. Et encore une fois, ça ne nous empêchera pas de nous retourner. Et si le nouveau régime n'aime pas, ils pourront changer. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères notre QB room maintenant, avec Russell Wilson, Jameis Winston remplaçant et un QB rookie prometteur, ou notre QB room de l'année dernière? Alors, est-ce que je préfère une glace au chocolat ou un bol de merde ou me clouer les testicules sur... Bon, non, voilà, on est d'accord. Non, c'est clair. La situation est bien meilleure cette année, là, il n'y a aucun doute. Attends, par rapport à il y a quelques mois où on avait zéro, alors on ne voit pas ma main, mais c'est pas grave, on avait zéro quarterback sous contrat. Là, ça va probablement dire que Tommy DeVito, il va partir. Pas grave, c'est comme ça. Au mieux, il sera peut-être en practice squad. Ouais, non, mais attends. Maintenant, Dabble, il n'a plus vraiment d'excuses. Hein. Il a toujours dit il me faut des quarterbacks pour pouvoir. Et ces quarterbacks agressifs qui lancent des passes longues, là, il les a. Hein. Là, il a 3 quarterbacks qui font que ça. Donc, mais je pense que Malik Neighbors et Darius Slayton doivent être ravis. Et il y a de quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, on peut rajouter un dernier point dont on n'a pas parlé. Jackson Dart, c'est aussi 1498 yards à la course. Et dans il y a juste une heure de vidéo. Juste quoi? Qu'il apprenne à glisser. Oh, putain, c'est exactement ce que j'allais dire. Juste, faut qu'il apprenne à sortir du terrain, quoi. Parce qu'en fait, le mec, il est maso, il adore se faire cartoucher, en fait, on a l'impression. Donc, il y a des moments. Non, mais mec, c'est incroyable. Il y a des moments, il est tout seul. Il y a un joueur qui est en face de lui, il a 1 yard de l'end zone. Au lieu de sortir, il rentre dans le gars. Tu te dis, c'est pas possible. Et il explique ça à John Gruden. Il dit, en fait, moi, je suis un fan du +2. John Gruden, il dit, c'est quoi +2 ? C'est gagner les 2 yards de plus. Il dit, ouais, mais en fait, si tu te blesses, les +2, on en a rien à branler, quoi. Donc, ouais, non, et surtout, voilà, il y va avec son épaule droite. Il est droitier, c'est ultra dangereux. Donc, en effet, là, maintenant, il va être payé des millions. On parle souvent de business decision, dans le sens où, est-ce que vraiment tu veux ton +2 ou est-ce que tu veux être capable de jouer le match suivant? Donc, alors, un truc aussi sur ce. Alors, après, il faut qu'on passe à autre chose parce qu'on a déjà fait 40 minutes sur 2 joueurs. Un truc qu'on n'a jamais vraiment eu chez nous, là, c'est un quarterback qui, je pense, mentalement, il a envie de gagner tout le temps. Et il peut, par ses actions, par ce qu'il va faire, typiquement, ces 2 yards de plus, le fait de rentrer dans des mecs, il y a une action où à un moment, il emmène 3 mecs sur son dos. Enfin, pour un quarterback, c'est complètement fou. Ça peut te dynamiser ton équipe. Et en plus de ça, il a ce swag en lui. Il met la petite visière, il a le petit truc. Et il a la niaque et en plus il a le style. Et ça, on en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast-là, mais avoir ce style et ce swag, parfois, c'est important mentalement, en fait. Et souvent, les mecs disent, c'est quoi? C'est quand tu te sens bien, tu joues bien. Je ne sais plus ce que c'est l'expression en anglais. Mais en gros, il faut être bien dans sa peau et donc avoir l'impression de se sentir bien sur le terrain pour en plus jouer bien. Ça, voilà, tout ça, il le fait. Et clairement, par rapport à Daniel Jones sur Eli Manning, qui était pas mais Eli Manning, il voulait gagner tout le temps aussi, mais il n'avait pas besoin de l'extérioriser. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau chez nous, et c'est assez cool, je trouve. On n'a probablement pas dû voir ça depuis Kerry Collins, qui était un peu plus expressif. Mais non, c'est clair que et surtout en fait pour les joueurs autour de lui, ça. D'ailleurs, en fait, c'est pas le seul joueur et on va pouvoir ça nous fait une transition vers la suite. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui ont la niaque et qui, à mon avis, matchent bien l'énergie de Jackson Dart. Exactement. On va avancer un tout petit peu plus vite pour la suite. Donc après, on se retrouve donc avec 3e tour, donc notre premier pick du 3e tour qu'ils voulaient absolument conserver, les Giants. D'ailleurs, j'ai lu qu'ils étaient très contents de pas avoir eu à mettre ça dans la balance pour l'échange avec le premier pick Jackson Dart. Et donc on récupère donc un joueur c'est marrant, il est assez âgé, il a déjà 25 ans ou quasiment 25 ans, Darius Alexander, defensive tackle, mais c'est un très bon joueur de Toledo qui a passé 5 ans à Toledo, qui a des très bonnes stats. Alors il fait, je suis en train de regarder, 127 plaquages, 23 plaquages pour perte. Voilà, c'est surtout un gros run stuffer et un joueur qui va se mettre vraiment au milieu et qui va vraiment apporter. Là, il peut être titulaire day one, ce joueur-là, typiquement, aux côtés de Dexter Lawrence. On avait absolument besoin d'un joueur comme ça. Donc là, on vient prendre un des meilleurs joueurs disponibles et qui vient combler un trou. Donc c'est parfait, ce pic-là, je pense. T'as entendu ce qu'il a dit en conférence de presse? Il a dit moi, j'aime bien malmener des linemen
et les voir retourner sur la ligne de touche et ne pas savoir quoi dire à leur Ouais, coach. j'ai vu. J'ai Et bien aimé, tu ouais. sais, le gars, en gros, il veut faire pleurer ses adversaires, quoi. Ouais. Non, mais c'est cool. Bah, j'adore. C'est pas alors, toujours dans la mentalité là aussi d'aller bourrer les mecs adverses. Donc moi j'adore. Enfin déjà, il a pas joué encore, Ouais. mais je suis déjà assez fan du joueur. J'aime bien son profil. Tu vois, moi, il y avait deux joueurs qui m'avaient bien plu dans les defensive tackles. Il y avait Alfred Collins de Texas Ok. Longhorns, c'est ça. Et il y avait Darius Alexander, dont j'avais entendu parler par Big Blue Banter, qui, en effet, je savais pas qu'il était plus vieux, mais ouais, il a un super physique. Et je pense que c'est un gars, c'est un plug and play, tu le mets à côté de Dexter Lawrence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Carter plus lui, en fait, notre front seven s'est renforcé là, mais d'un coup. Ouais, très, Ouais. très bon pick. Non, mais là, la défense, si tu mets notre défense qui était déjà bien upgradée, où Joe Shane disait, pour moi, là, demain, si la saison elle commence, en fait, on est bon, on peut aller jouer. Donc, et ce qui était pas forcément faux. Tu rajoutes Abdul Carter, tu rajoutes Darius Alexander, c'est juste, voilà, encore une fois, il y a toutes les pièces qu'il faut pour faire une bonne défense. Et on a plus vraiment de trous, en fait. Je vois plus vraiment de trous. Tu rajoutes à ça Javon Holland en safety, enfin. Paulson Adibo en corner, enfin, c'est très stylé, quoi. Tu peux améliorer le poste de linebacker en prenant quelqu'un de mieux Peut-être, que peut-être. McFadden. McFadden fait l'affaire, hein, mais je veux dire, Moi, j'aime bien c'est quand un même. poste qui peut être amélioré. Moi, j'aime bien McFadden. S'il y a un poste qui reste à améliorer, c'est peut-être linebacker. Je suis d'accord avec toi. Ouais. En tout cas, c'est clairement pour moi un super choix Darius Alexander et c'est top qu'il soit tombé jusqu'à nous avec ce pic-là. Derrière, choix. Donc là, on arrive sur le 3e jour. Donc, tour numéro 4. On récupère Cam Skatebo. Alors, ceux qui ont écouté le podcast d'avant, j'avais posé une question à Greg. J'avais dit, pourquoi tu ne parles pas de Skatebo, machin. On avait parlé un tout petit peu, parce que moi, c'est un joueur qui me plaisait, notamment, c'est exactement ce que tu évoquais juste avant, en évoquant la mentalité. C'est un joueur qui il me fait penser à Brandon Jacobs. Alors, il n'est pas aussi gros et pas aussi lourd, mais il y a des actions, Il tu ne le fait pas regardes, penser à mec. Brandon Jacobs. Ah, il te fait penser à Moi, il me qui? fait penser à Ahmad Bradshaw. Ah, ouais, mais il casse Il me fait plus de penser à plaquages Ahmad qu'Ahmad Bradshaw parce Bradshaw qu'en fait, encore. il est petit. Alors, je vois ce que tu veux dire sur Brandon Jacobs dans le côté puissance, mais en fait, Ouais, moi, ce que j'aime ouais. bien, c'est qu'en fait, c'est un petit gars, il est bourru, Mm. il se fait pas plaquer facilement, ce qui était aussi le cas de Bradshaw, et il peut jouer comme receveur, il est très élusif. Euh, Moi, il me fait plus penser à Ahmad Bradshaw. Et je connaissais pas le joueur avant d'entendre le dernier épisode. Je suis allé voir des highlights et je me suis dit waouh, si on a ça avec Tyron Tracy Ouais, et Singletary, ouais, mais on a un backfield de fou, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, Ouais. et il s'était toute l'attaque à Arizona State, tout tournait autour de lui. Sur la dernière saison, donc 2024, il a fait que 2 saisons a priori, j'avais pas vu ça. Il a 1711 yards à la course, 21 touchdowns à la course, à la passe 605 yards à la réception. Il est aussi plutôt bon à la réception, il sait un peu tout faire. 3 TD à la passe, et il est le joueur qui a le plus de plaquages cassés avec Ashton Genty, donc le running back qui a été pris par les Raiders, si je ne dis pas de bêtises, au premier Ouais. tour. C'est lui qui est le nombre de plaquages cassés le plus haut toute l'année dernière en NCAA, donc ça te donne une idée du gars, quoi. Donc là, c'est vraiment... c'est un mec qui il y va, et pour le plaquer, il faut un peu t'accrocher, quoi. Mais c'est ça ce qui est incroyable, c'est que tu vois quand même des defensive backs et des linebackers qui font sur lui peut-être la première, mais direct. Et là, ça fait boum et il continue. Et là, tu dis, mais comment il fait, quoi? C'est, après, tu vois, la seule inquiétude que j'ai, c'est est-ce que au bout d'un moment, ça va pas, il va pas y avoir des blessures à cause de ce style très très physique, hein. Ouais, Bradshaw était quelqu'un qui se blessait assez souvent. ouais. Mais ouais, super joueur. Et on améliore notre attaque. Mais le problème, c'est qu'à ce stade, on n'a toujours pas amélioré la ligne offensive. Ouais, à ce stade-là, effectivement. Et il en parlait dans une interview, je l'ai vu, il posait des questions sur... parce il a beaucoup de contacts et beaucoup avec le casque, il lui posait des questions sur sa santé mentale, et il disait, si un jour j'ai quelque chose, je m'arrêterai, c'est le plus important, mais pour l'instant, j'ai aucun souci. Donc, Alors, et je lui prédis pas une très longue carrière à ce joueur. Vu comme il joue, sur il sa fera santé quelques années. mentale, apparemment, il y a sa mère qui disait que quand il était petit, il portait les pattes de son frère et il fonçait dans des poteaux téléphoniques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tu te dis, mais alors déjà, en tant que parent, je comprends pas le coup de je regarde mon fils foncer dans un poteau téléphonique sans me poser de questions.
Mais Non, mais clairement, il lui manque une petite case. Pour moi, c'est un peu comme les mecs qui font du snowboard ou du skate ou des sports comme ça à très haut niveau où les mecs ils font des pas de trucs. notion du danger. Ah, il faut mettre à un moment une partie de ton cerveau de côté et ça, j'ai l'impression qu'il sait le faire et il récupérera cette partie de cerveau quand il aura fini sa carrière peut-être, mais pour l'instant, Ouais. il l'a laissé bien en dehors. Et c'est pas grave parce que là vraiment, il y a une dans tous ces joueurs qu'on sélectionne, on sent une différence de mentalité par rapport à notre équipe d'il y a 2-3 ans. Quoi. C'est plus du tout la même chose. Là, on sent des gagnants, on sent des mecs prêts à tout. Voilà, c'est fini les petits anges sur le terrain. Là, voilà, je pense qu'on passe à un niveau supérieur et c'est plutôt cool. Ensuite, alors, derrière le joueur qu'on va prendre ensuite, et j'ai partagé sur Twitter, le matin de ce troisième tour, j'ai écrit à Niti, j'ai dit, putain, si on pouvait prendre Mbo, Beau, je crois d'ailleurs, on dit d'ailleurs, et Escatebo au 4e et 5e, ce serait vraiment top. Quand j'ai vu qu'on prenait ces deux-là, j'ai dit, ouais, c'est pas possible. Et donc, Marcus Beau, il y a plein de gens qui le voyaient partir beaucoup plus tôt, potentiellement 3e tour, et finalement il tombe au 5e tour, donc là c'était gagné. Alors je sais plus quel était l'autre, Frazier, je crois, un autre inside line qui est parti juste devant nous. J'ai dit oh putain merde, ça pue, et finalement on l'a pris, donc c'est très cool. Offensive, alors ils disent O-line parce qu'il a joué tackle, il a joué guard à Purdue, il peut jouer un peu les deux. Certains même disent potentiellement, ne vous étonnez pas s'il passe centre. Bon, pourquoi pas. On sait que ça plaît à nos coachs d'avoir des mecs qui peuvent jouer un petit peu partout. En tout cas, c'est typiquement le genre de mec qui, si on avait besoin, il pourrait presque jouer day one sur notre ligne offensive. Donc, je ne sais pas si on le fera jouer garde ou tackle, mais là, ça sent aussi ça fait du bien. En tout cas, on avait besoin de ce joueur. Et tu vois, moi, je me disais, c'est con parce que le seul truc que je pourrais regretter, c'est que si on prenait pas un bon O-line, de fait d'avoir trade et d'avoir perdu notre pick 99, et finalement, il nous tombe dessus au tour 5, donc je me dis, voilà, c'est tout bénef, quoi. Ouais, après, les O-line qui réussissent en étant draftés au tour 5, hein, je comprends qu'il est très talentueux et qu'il était évalué pour un round plus tôt. Voilà. Je ne vais pas retenir mon souffle pour le voir être un titulaire en NFL. S'il peut, en tout cas, apporter de la profondeur dans un premier temps, c'est très bien. Je lis qu'il est surtout adapté au poste de garde, ce qui nous convient très bien parce qu'en fait, on a besoin de renfort dans l'intérieur de la ligne. Hein. Mais c'est aussi bon. Enfin, je veux dire, Josh Lezoudou, c'était ça. C'était un peu le même profil en mode, ouais, il est plus adapté en garde, mais il peut jouer tackle. Mais on l'a fait jouer que tackle. Il a joué que tackle chez nous. C'est ça le problème. Non, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il n'aura pas le même destin bien sûr. Lezoudou. Je suis d'accord avec toi, j'avais pensé un peu la même chose. Juste pour info, jusque-là, c'était le pick 154. Les 5 joueurs qu'on a pris jusque-là, dans le consensus de tous les mock drafts, de toute la presse, il y a un site web qui fait une moyenne de tous les joueurs en mock draft, à quel stade ils sont pris. Abdul Carter, typiquement, il était 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Bref, tous ces joueurs-là, donc jusqu'au pick 154, ils étaient tous dans le top 100. Pour info, tous ces joueurs qu'on a récupérés, ils étaient tous pressentis pour partir à Vlan dans toutes les mock drafts de tous les analystes. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ensuite, pas de tour numéro 6 pour nous, mais on a 2 joueurs au tour numéro 7. Alors là, bon, c'est beaucoup plus anecdotique. On a Thomas Fidone de The Second, un tight end, et ensuite on a Corey Black, un cornerback. Ce tight end, ce qui a l'air intéressant, c'est que il est un bon bloqueur. Donc ça, on sait qu'on a toujours besoin et que ça fait partie des choses que notre coaching staff aime bien, c'est les tight ends qui peuvent bloquer. Il est très grand, peut-être pas très lourd pour un tight end, mais il est très grand et donc ce serait plutôt voilà, je sais pas, peut-être dans certaines situations on pourrait l'utiliser. Bon, en tout cas, c'est du 7e tour, donc c'est un peu moins important. Et le cornerback, je connais pas du tout. Il a l'air assez rapide, c'était une des caractéristiques qu'il disait, qui peut aussi potentiellement jouer en special team. Ça, on sait que ça devient très important dans les 7e tours que le mec soit capable d'être aligné sur les kick-offs et les punts. Voilà, pas grand-chose à dire sur ces joueurs que évidemment je ne connais pas, donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, okay. Mais bon, je comprends que de manière globale, les gens soient assez hypés de cette draft. De là, on va pas la noter. Enfin, je sais pas, toi, tu veux donner une note, mais pour moi, donner une note à une draft qui vient d'avoir lieu, ça n'a pas de sens. Non, bien sûr. C'est juste. Ton ressenti, parce que j'ai posté ça une demi-heure avant qu'on enregistre le podcast. J'ai demandé aux gens est-ce qu'ils trouvaient que c'était excellent, plutôt content, bof ou déçu. Moi, je mettrais excellent, très honnêtement, parce que à la fois on comble des manques, mais en réussissant à prendre les meilleurs joueurs qui étaient disponibles. Je suis extrêmement content de ça. Si jamais Jackson Dart, ça marche,
là, c'est plus excellent. Là, c'est all-time, quoi. Parce que réussir à avoir un potentiellement joueur qui peut être ton pass rusher sur les 10 ans à venir, qui peut avoir une carrière incroyable, et en même temps récupérer ton quarterback du futur, c'est ce que quelqu'un disait, les Texans ont fait ça il y a 2 ans. Ils ont réussi dans le premier tour à avoir ces 2 joueurs-là avec ces 2 mêmes postes. Si Jackson Dart, ça marche, c'est une des meilleures drafts de l'histoire des Giants. Maintenant, voilà, encore faut-il que ça marche. Pour l'instant, je suis extrêmement content, moi, de cette draft. C'est un énorme signe, hein, surtout quand on voit bien sûr. Combien de quarterbacks qui ne sont pas draftés dans le top 5 réussissent. Ah, mais c'est très difficile. Mais c'est très difficile. Moi, c'est plutôt content. Plutôt content parce que je continue de penser que on aurait pu avoir Dart sans faire un trade-up. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, si Dart, ça fonctionne, on s'en foutra complètement de savoir qu'on a fait un trade-up. Mais tu vois, ça aurait été tout aussi beau de se dire, tiens, on l'a au 2e tour et puis en fait, on a drafté d'autres gars. Bon, c'est fait. On va plus épiloguer sur ça. En tout cas, moi, vous m'entendrez plus parler de ce truc-là, sauf si tout foire. Si tout foire, je dirais, bah là, c'est dommage. Ouais. Le gars rancunier, quoi. Dans 5 ans, on va nous en parler. Ce qui sera intéressant, c'est un peu plus tard, on fera ça peut-être dans un autre épisode, c'est de débriefer la draft d'il y a 3 ans. Parce qu'il y a peut-être des petits trucs à dire. Ouais, on en parlera. Mais, de toute façon, les premières drafts de Josh Allen étaient moins bonnes. Et là on peut être sur 2 masterclass. Hein. Celle de l'NR, c'était masterclass. Si ça marche aussi là, ça peut être 2 masterclass coup sur coup. Donc, on verra. On n'a évidemment aucune idée pour l'instant. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour parler de tout ça. Mais moi, je suis à chaud, en tout cas. Très content de ce qui s'est passé. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo si vous êtes sur YouTube et que vous avez un avis là-dessus. Ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous pensez et si vous avez été satisfait de ces 3 jours de draft. Voilà. Et écoute, merci Thiergo pour nous avoir donné ton avis éclairé sur cette draft-là. Et on vous dit à très bientôt. Peut-être qu'on avait dit qu'on ferait cet épisode d'analyse des dernières drafts de Josh Allen, en tout cas de toutes celles qu'il a fait chez nous. Ce sera peut-être l'occasion de faire ça. Là, on a une intersaison. Là, on va rentrer dans la période creuse où il va vraiment plus rien se passer jusqu'à on va pouvoir faire l'analyse de Josh Allen. Il y a des choses à dire. On va bien se faire chier. C'est le moment où on va commencer à se faire chier. Moi, je déteste cette période-là, mais bon, au moins il fait beau et on peut faire des barbecues. Ça compense le fait qu'il n'y ait pas de NFL. Paris, c'est très beau là. Ouais. Bon, tant pis. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci Thiergo. Salut.